Pendant 20 millions d'années, le mégalodon a dominé tous les océans de la planète avec ses 276 rangées de dents dentelées renouvelées toutes les 2 semaines. Mais alors que le T-Rex avait besoin de 35 kg de viande par jour, ce requin de 20 mètres consommait 1200 kg quotidiennement, chassant des baleines primitives de 15 mètres dans des eaux à 30 degrés Celsius, jusqu'à ce que les changements de courants océaniques, il y a 3 millions d'années, réduisent ses proies de 80% et condamnent le plus grand prédateur marin ayant jamais existé. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez de quelle partie du monde vous regardez. Détendez-vous, installez-vous confortablement et préparez-vous pour ce voyage. Bienvenue dans ce voyage extraordinaire à travers les profondeurs du temps, là où les océans primitifs de notre planète abritaient des créatures si colossales qu'elles défient notre imagination moderne. Installez-vous confortablement, car nous nous apprêtons à plonger dans un monde aquatique d'une violence et d'une beauté inégalée, dominé par des prédateurs dont la seule évocation fait frémir. Ce soir, nous explorons l'époque où les mers étaient gouvernées par des titans préhistoriques, des monstres marins qui régnaient en maîtres absolus sur leur royaume liquide. Fermez les yeux un instant et imaginez un océan si différent de celui que nous connaissons aujourd'hui qu'il pourrait appartenir à une autre planète. Les eaux étaient plus chaudes, d'un bleu-vert profond teinté parfois de rouge par les blooms d'algues primitives. Dans ces mers anciennes, la température atteignait souvent 30 degrés Celsius, créant un environnement tropical qui s'étendait bien au-delà de l'équateur actuel. Ces eaux chaudes n'étaient pas seulement un détail climatique, elles constituaient le fondement même d'un écosystème où la vie marine pouvait atteindre des proportions gigantesques. Au cœur de cet univers aquatique régnait une créature qui incarnait à elle seule la terreur primitive des océans. Le mégalodon, ce requin colossal, dont le nom scientifique Carcharodon mégalodon signifie littéralement « dent géante », dominait tous les océans de la planète pendant près de 20 millions d'années. Pour comprendre l'ampleur de cette domination, il faut d'abord saisir l'incroyable anatomie de cette bête préhistorique. Le mégalodon mesurait jusqu'à 20 mètres de longueur, soit 3 fois la taille du plus grand requin blanc actuel. Mais ce n'était pas seulement sa taille qui en faisait le prédateur ultime des océans primitifs, c'était l'ensemble de son arsenal de chasse qui le rendait absolument redoutable. Sa gueule béante pouvait s'ouvrir sur plus de 2 mètres de diamètre, révélant un spectacle terrifiant. 276 rangées de dents triangulaires, dentelées comme des lames de scie, chacune pouvant mesurer jusqu'à 18 cm de longueur. Ces dents n'étaient pas de simples outils de découpe, elles constituaient une véritable machinerie de destruction biologique. Contrairement aux requins modernes qui perdent leurs dents de manière sporadique, le mégalodon renouvelait entièrement sa dentition toutes les 2 semaines. Cette capacité de régénération constante lui permettait de maintenir un arsenal toujours affûté, prêt à trancher la chair et à broyer les os des plus imposantes proies marines. L'efficacité de cette dentition était renforcée par une mâchoire d'une puissance inouïe. Les paléontologues estiment que la force de morsure du mégalodon atteignait entre 11 et 18 tonnes par centimètre carré, soit environ 10 fois plus puissante que celle d'un requin blanc actuel et 40 fois plus forte que celle d'un lion. Cette puissance phénoménale lui permettait de sectionner d'un seul coup la colonne vertébrale d'une baleine primitive, transformant une chasse qui aurait pu durer des heures en une exécution de quelques secondes. Mais la terreur que représentait le mégalodon ne s'arrêtait pas à sa gueule démesurée. Son corps entier était une machine de guerre évolutive. Ses nageoires pectorales, larges et puissantes, lui permettaient des manœuvres d'une agilité surprenante pour sa taille. Sa nageoire caudale, haute et effilée, propulsait ses 20 mètres de muscles à travers l'eau avec une efficacité redoutable. Les scientifiques estiment qu'il pouvait atteindre des vitesses de 45 km/h en pointe, une performance remarquable qui lui permettait de surprendre ses proies les plus rapides. L'appétit de cette créature colossale était à la mesure de sa taille. Là où un tyrannosaure rex terrestre se contentait de 35 kg de viande par jour, le mégalodon devait ingérer quotidiennement plus de 1200 kg de chair pour maintenir son métabolisme gigantesque. Cette demande alimentaire extraordinaire en faisait un prédateur constamment en chasse, parcourant des milliers de kilomètres à travers les océans du monde en quête de proies suffisamment imposantes pour rassasier sa faim légendaire. Ces proies n'étaient pas les petits poissons que chassent les requins modernes. Le mégalodon s'attaquait aux géants de son époque, les baleines primitives. Ces cétacés préhistoriques, mesurant jusqu'à 15 mètres de longueur, représentaient des repas à la hauteur de l'appétit gargantuesque du superprédateur.
Imaginez la scène. Dans les eaux turquoises d'un océan Miocène, une baleine primitive remonte lentement vers la surface pour respirer, inconsciente du danger qui monte des profondeurs. Soudain, comme surgit des abysses, la silhouette massive du mégalodon fend l'eau à une vitesse foudroyante. L'attaque est d'une violence inouïe. Le géant des mers percute sa proie avec une force équivalente à celle d'un train lancé à pleine vitesse. Ses mâchoires se referment sur le corps de la baleine avec un bruit sourd qui se propage à travers l'eau sur des kilomètres. Les dents acérées transpercent la peau épaisse, sectionnent les muscles et broient les os dans un craquement sinistre. En quelques secondes, la baleine de 15 mètres n'est plus qu'une masse de chair sanguinolente qui sombre vers les profondeurs, tandis que le mégalodon entreprend son festin gargantuesque. Cette scène de prédation extrême ne se déroulait pas dans un recoin isolé des océans, mais partout sur la planète. Le mégalodon était un nomade des mers, présent dans toutes les eaux chaudes du globe. Des côtes de l'Amérique aux rivages de l'Australie, des mers européennes aux eaux africaines, partout où la température dépassait 15 degrés Celsius, la silhouette terrifiante du géant pouvait surgir des profondeurs. Cette répartition mondiale n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'adaptations évolutives remarquables. Le mégalodon possédait un système de thermorégulation sophistiqué qui lui permettait de maintenir sa température corporelle au-dessus de celle de l'eau environnante, une capacité appelée endothermie régionale. Cette adaptation physiologique lui conférait un avantage considérable. Ses muscles restaient chauds et donc plus efficaces, même dans les eaux relativement fraîches, lui permettant d'étendre son territoire de chasse bien au-delà des zones tropicales strictes. L'impact écologique de cette domination était considérable. Le mégalodon n'était pas seulement un prédateur parmi d'autres, il était l'architecte des écosystèmes marins de son époque. Sa présence influençait le comportement de toutes les autres espèces marines, des plus petits poissons aux plus grandes baleines. Les routes migratoires des cétacés étaient probablement déterminées par la nécessité d'éviter les zones de chasse préférées du géant. Les bancs de poissons développaient des stratégies de fuite spécifiquement adaptées à ce super prédateur, créant un équilibre écologique complexe, centré autour de cette créature extraordinaire. Mais ce règne absolu ne s'exerçait pas dans un vide évolutif. Le mégalodon partageait son époque avec d'autres géants des mers, créant un univers aquatique d'une diversité et d'une violence inouïe. Les océans préhistoriques abritaient des léviathans aux formes les plus variées, des baleines serpents au corps démesurément allongé, des calmars géants aux tentacules longs de 15 mètres, des tortues marines de la taille d'une voiture et d'innombrables autres créatures, dont les fossiles continuent de révéler la richesse extraordinaire de ces écosystèmes perdus. Dans cet environnement de géants, la compétition était féroce. Chaque espèce développait ses propres stratégies de survie face à la menace constante que représentait le mégalodon. Certaines baleines primitives développèrent des carapaces osseuses sur le crâne, transformant leur tête en véritables béliers capables de repousser une attaque. D'autres évoluèrent vers des formes plus effilées, privilégiant la vitesse à la taille pour échapper aux mâchoires du géant. Cette course aux armements évolutifs créait un spectacle permanent de lutte pour la survie. Les océans de l'époque résonnaient constamment du bruit des combats titanesques, des éclaboussures gigantesques des poursuites, des cris des baleines cherchant à alerter leurs congénères de la présence du prédateur suprême. C'était un monde où la mort pouvait surgir à tout moment des profondeurs, où chaque remontée vers la surface représentait un risque mortel. L'étude des fossiles de mégalodon révèle des détails fascinants sur son mode de vie. Ses dents, retrouvées sur tous les continents, témoignent de migrations colossales à travers les océans du monde. Certains spécimens montrent des marques d'usure particulières qui suggèrent des régimes alimentaires spécialisés selon les régions. Dans les eaux proches des côtes, où les baleines étaient moins nombreuses, le mégalodon adaptait sa stratégie de chasse, s'attaquant parfois à des proies plus petites mais plus nombreuses, démontrant une flexibilité comportementale remarquable. Les zones de reproduction du mégalodon constituaient probablement des nurseries géantes, où les jeunes, déjà impressionnants avec leurs 3 à 4 mètres de longueur à la naissance, apprenaient les techniques de chasse sous la protection relative des eaux côtières peu profondes. Ces pouponnières marines devaient être des lieux d'une activité intense, où les jeunes géants s'entraînaient sur des proies plus petites avant de partir conquérir les vastes étendues océaniques. La longévité exceptionnelle du mégalodon, estimée à plus de 100 ans, lui permettait d'accumuler une expérience de chasse considérable. Les vieux spécimens devenaient de véritables légendes vivantes des océans, capables de reconnaître et d'anticiper le comportement de leurs proies avec une précision chirurgicale. Ces patriarches des mers développaient probablement des territoires de chasse personnels, des zones qu'ils contrôlaient avec une autorité absolue.
et qu'il défendait contre tout intrus. L'anatomie du mégalodon révélait des secrets encore plus extraordinaires lorsqu'on examinait la structure interne de cette machine de guerre biologique. Son squelette cartilagineux, caractéristique des requins, était renforcé par des calcifications spéciales qui lui permettaient de supporter le poids colossal de ses muscles. Contrairement aux poissons osseux, cette structure cartilagineuse offrait une flexibilité remarquable, permettant au géant d'effectuer des virages serrés malgré sa taille imposante, une capacité cruciale lors des poursuites dans les eaux peu profondes où se réfugiaient parfois ses proies. Le système sensoriel du mégalodon était d'une sophistication époustouflante, dépassant de loin celui de tous les prédateurs marins actuels. Ces ampoules de Lorenzini, ces organes électrosensoriels caractéristiques des requins, étaient développés de manière extraordinaire. Ces capteurs biologiques pouvaient détecter les champs électriques générés par les contractions musculaires d'une proie à plus de 15 km de distance. Imaginez la terreur d'une baleine primitive nageant paisiblement dans l'océan, ignorant qu'à 15 km de là, le plus redoutable des prédateurs a déjà capté les signaux électriques de son cœur qui bat. Son système olfactif était tout aussi remarquable. Le mégalodon pouvait détecter une goutte de sang diluée dans plus de 100 millions de litres d'eau de mer, soit l'équivalent d'une piscine olympique. Cette sensibilité olfactive extraordinaire transformait chaque blessure, même mineure, d'une créature marine en signal de détresse perceptible à des centaines de kilomètres. Les océans primitifs devenaient ainsi un immense réseau d'informations chimiques où le mégalodon évoluait comme un fantôme omniscient, toujours informé de la moindre opportunité de chasse dans un rayon considérable. La ligne latérale du mégalodon, ce système sensoriel unique aux poissons qui détecte les variations de pression dans l'eau, était développé sur toute la longueur de son corps massif. Cette adaptation lui permettait de percevoir les mouvements d'autres créatures marines à travers les vibrations qu'elles généraient dans l'eau. Un banc de poissons fuyant à toute vitesse, les battements de nageoires d'une baleine remontant vers la surface, ou même les turbulences créées par un autre prédateur en chasse, tout était instantanément analysé par ce système de détection sophistiqué. Mais c'était son ouïe qui constituait peut-être son atout le plus redoutable. Le mégalodon pouvait percevoir les infrasons, ces sons de très basse fréquence qui se propagent sur des milliers de kilomètres à travers les océans. Les chants des baleines, les cris de détresse des animaux blessés, même les sons produits par les mouvements de migration des grandes espèces marines, tout parvenait aux oreilles du géant comme autant d'invitations au festin. Cette capacité auditive exceptionnelle transformait l'océan entier en une gigantesque chambre d'écoute où aucune proie ne pouvait échapper longtemps à l'attention du super-prédateur. L'intelligence du mégalodon était probablement bien supérieure à celle des requins actuels. Son cerveau, proportionnellement plus développé, lui permettait d'élaborer des stratégies de chasse complexes. Les études des marques de dents sur les fossiles de baleines révèlent des patterns d'attaque sophistiqués, suggérant que le mégalodon adaptait ses techniques selon le type de proie et les conditions de chasse. Face à une baleine solitaire dans les eaux profondes, il privilégiait l'attaque frontale brutale, utilisant sa vitesse et sa puissance pour un impact dévastateur. Mais lorsqu'il chassait dans un groupe de cétacés, il développait des stratégies plus subtiles, isolant d'abord sa proie du groupe avant de porter l'estocade finale. Cette intelligence se manifestait également dans sa capacité à mémoriser les routes migratoires de ses proies. Les baleines primitives suivaient des itinéraires saisonniers prévisibles, se déplaçant entre leurs zones d'alimentation et de reproduction. Le mégalodon avait appris à exploiter cette prévisibilité, se postant au point de passage obligé comme un chasseur expérimenté qui connaît parfaitement les habitudes de son gibier. Certains fossiles suggèrent même que plusieurs mégalodons pouvaient coordonner leurs efforts, créant de véritables embuscades collectives dans les détroits et les passages étroits. La domination du mégalodon s'étendait bien au-delà de la simple prédation. Sa présence restructurait entièrement les écosystèmes marins de son époque. Les zones où ils chassaient régulièrement devenaient de véritables déserts biologiques, vidés de leurs grandes espèces par la pression prédatrice constante. Cette pression sélective extraordinaire accélérait l'évolution des espèces proies, favorisant le développement d'adaptations défensives de plus en plus sophistiquées. Certaines baleines primitives développèrent des stratégies comportementales complexes pour échapper aux géants. Elles apprirent à nager en formation serrée, créant une confusion visuelle et sensorielle qui compliquait les attaques du prédateur. D'autres espèces évoluèrent vers des régimes alimentaires qui les menaient dans des eaux trop froides pour le mégalodon, sacrifiant l'abondance alimentaire des mers chaudes pour la sécurité
l'humidité des régions polaires. L'impact du mégalodon sur les chaînes alimentaires marines était considérable. En tant que super prédateur apex, il contrôlait indirectement les populations de tous les niveaux trophiques inférieurs. Sa prédation sur les grandes baleines régulait leur population, ce qui influençait à son tour la quantité de plancton disponible, affectant ainsi l'ensemble de la pyramide alimentaire océanique. Cette position de régulateur écologique suprême faisait du mégalodon un élément clé de la stabilité des écosystèmes marins préhistoriques. Les océans de l'époque du mégalodon n'étaient pas uniformément chauds. Des gradients thermiques complexes créaient des zones climatiques distinctes qui influençaient profondément les mouvements du géant. Les courants marins de cette époque, différents de ceux d'aujourd'hui en raison de la configuration continentale particulière, créaient des autoroutes thermiques que le mégalodon suivait dans ses migrations colossales. Ces courants chauds transportaient non seulement la température idéale pour son métabolisme, mais aussi les nutriments qui nourrissaient les chaînes alimentaires dont il dépendait. Dans les zones de convergence des courants, où les eaux chaudes rencontraient les masses d'eau plus fraîches, se formaient des oasis de biodiversité marine exceptionnelles. Ces régions, riches en nutriments remontés des profondeurs, attiraient d'immenses concentrations de plancton, qui à leur tour nourrissaient des bancs de poissons gigantesques et les baleines qui s'en nourrissaient. Pour le mégalodon, ces zones représentaient de véritables garde-manger naturels où il pouvait chasser avec une efficacité maximale. La reproduction du mégalodon demeurait l'un des mystères les plus fascinants de cette créature légendaire. Les femelles, probablement plus grandes que les mâles, comme chez la plupart des requins actuels, portaient leurs petits pendant une gestation qui durait vraisemblablement plus de 2 ans. Cette durée exceptionnelle s'expliquait par la taille extraordinaire des nouveau-nés, qui mesuraient déjà entre 3 et 4 mètres à la naissance, soit la taille d'un requin blanc adulte moderne. Les nurseries de mégalodons étaient probablement situées dans des lagunes tropicales protégées, des environnements suffisamment sécurisés pour permettre aux jeunes géants de grandir sans subir la prédation d'autres espèces. Ces pouponnières marines devaient ressembler à des bassins préhistoriques où évoluaient des créatures déjà impressionnantes, apprenant les rudiments de la chasse sur des proies adaptées à leur taille juvénile. L'alimentation des jeunes mégalodons différait probablement de celle des adultes. Incapables de s'attaquer aux baleines géantes, ils se spécialisaient dans la chasse aux poissons de taille moyenne, aux raies primitives et aux petits mammifères marins. Cette spécialisation juvénile réduisait la compétition avec les adultes de leur propre espèce, un avantage évolutif crucial dans un environnement où la nourriture, malgré son abondance relative, demeurait une ressource limitée face aux besoins énormes de ces géants. La croissance du mégalodon était probablement continue tout au long de sa vie, mais elle ralentissait considérablement après la maturité sexuelle atteinte vers l'âge de 25 ans. Les spécimens les plus anciens, âgés de plus de 100 ans, atteignaient des tailles véritablement colossales qui dépassaient largement la moyenne de l'espèce. Ces patriarches des océans devenaient de véritables légendes vivantes, des créatures dont la seule présence modifiait l'équilibre écologique de régions entières. La morsure du mégalodon ne se contentait pas de tuer, elle pulvérisait littéralement ses proies. Les analyses biomécaniques modernes révèlent que la pression exercée par ces mâchoires pouvait littéralement faire exploser les organes internes d'une baleine avant même que les dents ne transpercent complètement la peau. Cette puissance phénoménale transformait chaque attaque en une exécution instantanée, privant la proie de toute chance de fuite ou de résistance. Les dents du mégalodon révèlent également des informations précieuses sur son régime alimentaire varié. Certains spécimens montrent des marques d'usure caractéristiques de la consommation d'animaux à carapace dure, suggérant que le géant ne dédaignait pas s'attaquer occasionnellement aux tortues marines géantes de son époque. D'autres dents portent des traces d'érosion typiques d'un régime riche en poissons cartilagineux, indiquant que les raies géantes et autres requins de taille intermédiaire figuraient également au menu de ce prédateur opportuniste. La distribution géographique des fossiles de mégalodons témoigne de la véritable mondialisation de cette espèce. Des côtes du Japon aux rivages du Chili, des plages de Californie aux falaises de France, partout où les conditions océaniques étaient favorables, les traces du géant ont été retrouvées. Cette répartition planétaire sans précédent dans l'histoire des superprédateurs marins souligne l'extraordinaire adaptabilité de cette créature et sa capacité à exploiter tous les environnements marins compatibles avec ses besoins physiologiques. L'impact environnemental du mégalodon s'étendait même aux écosystèmes terrestres côtiers. Ses habitudes alimentaires, qui l'amenaient régulièrement près des côtes pour chasser les jeunes baleines dans les eaux peu profondes, en faisaient un acteur majeur du cycle des nutriments entre la mer et la terre.
Les restes de ces festins, emportés par les marées et les courants, enrichissaient les écosystèmes côtiers en apportant des nutriments marins aux communautés terrestres, créant un lien écologique entre les domaines aquatiques et terrestres. Cette interconnexion écologique complexe plaçait le mégalodon au centre d'un réseau trophique d'une sophistication remarquable. Sa disparition future aurait des répercussions en cascade sur l'ensemble des écosystèmes marins mondiaux, démontrant rétrospectivement l'importance cruciale de ces superprédateurs dans le maintien de l'équilibre écologique des océans préhistoriques. Mais pour l'instant, dans les eaux chaudes du Miocène, le mégalodon régnait en maître absolu, sculptant par sa seule présence l'évolution de la vie marine sur notre planète. Cette domination absolue du mégalodon s'inscrivait dans un contexte océanique d'une richesse biologique extraordinaire, peuplé de créatures qui défient notre compréhension moderne de la vie marine. Les océans préhistoriques n'étaient pas seulement le territoire d'un seul géant, mais un théâtre grandiose où évoluaient simultanément des dizaines d'espèces colossales, chacune adaptée à sa niche écologique particulière dans ce monde aquatique sans limite. Aux côtés du mégalodon nageaient d'autres requins géants, moins célèbres, mais tout aussi impressionnants. Le Carcharodonts chubutensis, ancêtre direct du mégalodon, atteignait déjà 15 mètres de longueur et possédait des dents aux dentelures moins prononcées, adaptées à un régime alimentaire légèrement différent. Ces géants coexistaient dans les mêmes eaux, créant une hiérarchie prédatrice complexe où la taille et la spécialisation déterminaient les rôles de chaque espèce dans l'écosystème marin. Plus mystérieux encore, le Livyatan melvillei parcourait ces mêmes océans en tant que rival direct du mégalodon. Cette baleine préhistorique, dont le nom rend hommage à l'auteur de Moby Dick, mesurait entre 13 et 17 mètres de longueur et possédait des dents de plus de 36 cm, les plus grandes jamais découvertes chez un mammifère marin. Contrairement aux baleines modernes qui filtrent le plancton, le Livyatan était un prédateur actif, doté d'une intelligence supérieure et d'une stratégie de chasse sophistiquée. Les confrontations entre ces deux titans des mers devaient se constituer des spectacles d'une violence inouïe. D'un côté, la puissance brute et l'agilité du mégalodon avec ses mâchoires capables de sectionner n'importe quelle proie. De l'autre, l'intelligence tactique et l'endurance du Livyatan, capable de maintenir des poursuites prolongées et de coordonner des attaques complexes grâce à ses capacités cérébrales développées. Ces duels préhistoriques entre les deux superprédateurs les plus redoutables que les océans aient jamais connus sculptaient l'évolution même de la vie marine. Les preuves fossiles suggèrent que ces rencontres n'étaient pas rares. Des dents de mégalodon ont été retrouvées fichées dans des vertèbres de Livyatan, tandis que des marques de dents de baleines géantes ornent certaines vertèbres de requins préhistoriques. Ces témoignages silencieux racontent l'histoire d'affrontements titanesques, où la mort pouvait frapper dans les deux camps, créant un équilibre précaire entre les deux apex prédateurs des océans miocènes. Mais l'univers aquatique de cette époque ne se limitait pas à ces duels de géants. Les eaux chaudes abritaient également des baleines primitives aux formes étonnantes, créatures intermédiaires entre les mammifères terrestres et les cétacés modernes. Le Basilosaurus, véritable serpent des mers, atteignait 20 mètres de longueur avec un corps extraordinairement allongé et flexible. Ses membres postérieurs, encore visibles mais atrophiés, témoignaient de son origine terrestre récente à l'échelle évolutive. Ces baleines-serpents évoluaient dans les eaux avec une grâce ondulante qui rappelait davantage les mouvements des reptiles marins que ceux des cétacés actuels. Leur méthode de chasse était unique. Elles utilisaient leur corps flexible comme un lasso géant, s'enroulant autour de leur proie avant de les écraser de leur puissante musculature. Cette technique de prédation, totalement disparue du monde marin moderne, créait des scènes de chasse d'une beauté terrifiante dans les eaux cristallines des océans préhistoriques. Les tortues marines de cette époque atteignaient des dimensions qui défient l'imagination. L'archelon Ichiros, la plus grande tortue marine ayant jamais existé, mesurait plus de 4 mètres de longueur et pesait plus de 2 tonnes. Sa carapace, partiellement osseuse et partiellement cartilagineuse, était adaptée à la vie en haute mer où elle se nourrissait de méduses géantes et de calmars primitifs. Ces colosses pacifiques naviguaient lentement à travers les océans, leurs nageoires puissantes les propulsant sur des milliers de kilomètres lors de migrations épiques entre leurs zones d'alimentation et de reproduction. L'interaction entre ces tortues géantes et les superprédateurs créait des dynamiques écologiques fascinantes. Bien que protégés par leur carapace massive, les archelons n'étaient pas à l'abri des attaques du mégalodon. Des fossiles portent les marques caractéristiques des dents triangulaires du géant, témoignant d'affrontements où la protection
réaction naturelle de la tortue était mise à rude épreuve face à la puissance phénoménale du requin préhistorique. Les calmars et pieuvres géantes de cette époque rivalisaient en taille avec leurs prédateurs. Certaines espèces de calmars primitifs atteignaient des longueurs totales de 15 à 20 mètres, leurs tentacules armés de ventouses aux rebords cornés capables de lacérer la peau la plus épaisse. Ces céphalopodes géants n'étaient pas de simples proies passives, mais des prédateurs actifs dotés d'une intelligence remarquable et de capacités de camouflage sophistiquées. Les combats entre un mégalodon et un calmar géant devaient ressembler à des balais aquatiques d'une violence extrême. Le calmar utilisait sa rapidité et son agilité pour échapper aux mâchoires du requin, déployant ses tentacules dans une danse défensive complexe. Ces chromatophores lui permettaient de changer instantanément de couleur et de motif, créant une confusion visuelle destinée à désorienter le prédateur. Pendant ce temps, ces tentacules cherchaient une prise sur le corps lisse du mégalodon, tentant d'utiliser leur force considérable pour immobiliser le géant. L'intelligence des céphalopodes préhistoriques leur conférait un avantage tactique considérable. Contrairement aux autres proies du mégalodon, ils pouvaient anticiper les mouvements du requin et adapter leur stratégie de fuite en conséquence. Certains fossiles suggèrent même que ces créatures développaient des stratégies collectives, plusieurs individus coordonnant leurs efforts pour échapper aux attaques ou même pour harceler un prédateur isolé. Les poissons osseux géants complétaient ce tableau d'une faune marine extraordinaire. Le Lidzichthys problematicus, le plus grand poisson osseux ayant jamais existé, atteignait une longueur de 16 mètres et se nourrissait exclusivement de plancton. Ce géant paisible parcourait les océans la gueule grande ouverte, filtrant d'énormes quantités d'eau pour capturer les micro-organismes dont il se nourrissait. Sa taille imposante ne le mettait pas à l'abri des attaques du mégalodon, créant des scènes de prédation où le plus grand poisson de tous les temps succombait aux mâchoires du plus grand requin de l'histoire. Les raies géantes de cette époque développaient des stratégies défensives uniques face à la menace constante des superprédateurs. Certaines espèces évoluèrent vers des formes extrêmement aplaties qui leur permettaient de se dissimuler dans le sable des fonds marins, devenant pratiquement invisibles vus du dessus. D'autres développèrent des aiguillons venimeux de taille considérable, transformant leur queue en arme défensive redoutable, capable de dissuader même les prédateurs les plus téméraires. La diversité des environnements marins de cette époque favorisait l'émergence de spécialisations écologiques remarquables. Les récifs coralliens préhistoriques, plus étendus et plus complexes que ceux d'aujourd'hui, abritaient une faune d'une richesse extraordinaire. Des poissons aux couleurs éclatantes évoluaient entre les constructions coralliennes géantes, développant des relations symbiotiques complexes avec leurs hôtes invertébrés. Ces récifs servaient également de nurserie naturelle pour de nombreuses espèces, y compris pour les jeunes de certains prédateurs géants. Les lagunes, protégées par les barrières coralliennes, offraient un environnement sécurisé où les juvéniles pouvaient grandir à l'abri des super-prédateurs adultes. Ces écosystèmes récifaux fonctionnaient comme de véritables pouponnières marines, concentrant une biodiversité exceptionnelle dans des espaces relativement restreints. L'architecture même de ces récifs préhistoriques différait considérablement de celle des formations actuelles. Les coraux géants de l'époque créaient des structures plus massives et plus durables, capables de résister aux tempêtes et aux variations du niveau marin. Ces constructions biologiques influençaient profondément la circulation océanique locale, créant des courants complexes qui redistribuaient les nutriments et favorisaient l'établissement d'écosystèmes hautement productifs. Les zones de remontée d'eau profonde, où les courants océaniques amenaient à la surface des eaux riches en nutriments, constituaient de véritables oasis de vie dans les océans préhistoriques. Ces régions d'upwelling concentraient une biomasse considérable, attirant des chaînes alimentaires entières, depuis le plancton jusqu'aux plus grands prédateurs. Le mégalodon et ses rivaux se donnaient rendez-vous dans ces zones d'abondance, créant des concentrations de superprédateurs que les océans modernes ne connaissent plus. La saisonnalité de ces phénomènes d'upwelling créait des cycles migratoires complexes qui rythmaient la vie marine de l'époque. Les grandes espèces planifiaient leurs déplacements en fonction de ces variations saisonnières, suivant les courants nutritifs dans des migrations colossales qui traversaient des océans entiers.
Ces mouvements de masse créaient des autoroutes biologiques temporaires où se concentraient des quantités phénoménales de vie marine. Les fossilisations exceptionnelles de certains sites paléontologiques nous permettent aujourd'hui de reconstituer avec précision ces écosystèmes marins préhistoriques. Les dépôts de Calvert Cliffs au Maryland, par exemple, préservent des instantanés complets de la vie marine miocène, révélant la complexité des interactions entre toutes ces espèces géantes. Ces archives fossiles racontent l'histoire d'un monde aquatique d'une richesse inégalée, où chaque niche écologique était occupée par des créatures aux dimensions et aux adaptations extraordinaires. L'étude de ces fossiles révèle également l'existence de cycles prédateurs-proies d'une amplitude remarquable. Les populations de baleines primitives fluctuaient en réponse à la pression prédatrice du mégalodon et de ses congénères, créant des oscillations démographiques qui se répercutaient sur l'ensemble des réseaux trophiques marins. Ces dynamiques populationnelles complexes maintenaient un équilibre écologique délicat, où aucune espèce ne pouvait dominer complètement sans créer sa propre limitation par épuisement des ressources. La chimie des océans préhistoriques elle-même favorisait cette explosion de gigantisme marin. Des niveaux d'oxygène plus élevés dans l'eau permettaient un métabolisme plus efficient chez les grandes espèces, while des concentrations de nutriments supérieures soutenaient des chaînes alimentaires plus longues et plus complexes. Ces conditions chimiques optimales créaient un environnement particulièrement favorable au développement et au maintien d'écosystèmes marins dominés par des géants. Cette chimie océanique exceptionnelle ne résultait pas du hasard, mais d'une configuration géologique et climatique unique qui transformait les mers préhistoriques en véritables incubateurs de vie géante. Les continents de l'époque miocène occupèrent des positions différentes de celles d'aujourd'hui, créant des bassins océaniques aux propriétés particulières qui favorisaient l'émergence et le maintien d'écosystèmes marins d'une productivité extraordinaire. Les courants océaniques de cette période suivaient des trajectoires qui n'existent plus dans nos océans modernes. Le passage de Thétis, cette mer tropicale qui reliait l'Atlantique et l'océan Indien à travers ce qui est aujourd'hui la Méditerranée et le Moyen-Orient, créait une circulation thermohaline globale radicalement différente. Ce corridor maritime permettait un échange constant d'eau chaude entre les différents bassins océaniques, maintenant des températures élevées sur une grande partie de la planète et favorisant le développement d'écosystèmes tropicaux à des latitudes aujourd'hui tempérées. Cette circulation océanique particulière engendrait des zones de convergence exceptionnellement riches en nutriments. Lorsque les masses d'eau de différentes origines se rencontraient, elles créaient des fronts thermiques et chimiques qui concentraient les éléments nutritifs essentiels à la base des chaînes alimentaires marines. Ces zones de mélange devenaient de véritables oasis de productivité biologique où proliféraient des organismes planctoniques en quantité phénoménale. Le plancton de l'époque préhistorique présentait lui-même des caractéristiques remarquables. Les diatomées géantes, ces algues microscopiques aux squelettes siliceux délicatement sculptés, atteignaient des tailles bien supérieures à celles de leurs descendants actuels. Ces micro-organismes formaient des blooms colossaux qui coloraient les océans en teintes dorées et vertes, créant des prairies marines flottantes d'une richesse nutritive exceptionnelle. Ces efflorescences planctoniques nourrissaient des essaims de crustacés primitifs aux dimensions impressionnantes, établissant les fondements d'une pyramide alimentaire capable de supporter des prédateurs de taille gigantesque. Les foraminifères, ces protozoaires marins aux coquilles calcaires complexes, pullulaient dans les eaux chaudes du Miocène, avec une diversité et une abondance qui dépassent largement ce que nous observons aujourd'hui. Leurs coquilles, accumulées par milliards sur les fonds marins, créaient d'épaisses couches sédimentaires qui témoignent encore aujourd'hui de la productivité extraordinaire de ces océans préhistoriques. Cette profusion de micro-organismes constituait la base d'un réseau trophique d'une complexité inégalée. Au niveau suivant de cette chaîne alimentaire évoluaient des crustacés d'une taille spectaculaire. Les euryptérides, ces arthropodes marins surnommés scorpions de mer, bien que déjà sur le déclin à l'époque du mégalodon, avaient laissé la place à d'autres géants arthropodes. Certaines espèces de homards primitifs atteignaient des longueurs de plus de 3 mètres, leurs pinces massives capables de broyer les coquilles les plus résistantes. Ces crustacés géants occupaient une niche écologique cruciale, transformant les ressources planctoniques en biomasse accessible aux prédateurs de taille supérieure. Les céphalopodes à coquilles externes, ancêtres des nautiles modernes, mais aux dimensions bien plus imposantes, parcouraient ces océans riches en formant des bancs impressionnants.
Leurs coquilles spiralées, parfois larges de plus de 2 mètres de diamètre, leur servaient à la fois de protection et de système de flottabilité sophistiqué. Ces mollusques géants utilisaient la propulsion par réaction pour se déplacer dans l'eau, créant des jets puissants qui leur permettaient d'échapper aux prédateurs ou de se lancer à la poursuite de leur proie. La diversité des gastéropodes marins de l'époque était tout aussi remarquable. Des escargots de mer aux coquilles élégamment spiralées atteignaient des tailles qui feraient pâlir leurs descendants actuels. Certaines espèces développaient des coquilles aux formes extraordinaires, ornées d'épines et de protubérances défensives qui leur donnaient l'apparence de créatures fantastiques. Ces mollusques géants broutaient les prairies d'algues sous-marines ou se spécialisaient dans la prédation, développant des radulas, ces langues râpeuses adaptées à percer les carapaces de leurs proies. Les bivalves géants de cette époque créaient de véritables récifs coquillés sur les plateaux continentaux. Certaines espèces d'huîtres préhistoriques développaient des coquilles de plus d'1 mètre de diamètre, formant des constructions biogéniques massives qui modifiaient localement la topographie sous-marine. Ces récifs de mollusques offraient un habitat complexe à une multitude d'espèces plus petites, créant des écosystèmes en miniature d'une richesse biologique exceptionnelle. Les échinodermes de l'époque Miocène présentaient également des adaptations remarquables à cet environnement marin hyperproductif. Des oursins géants aux piquants démesurément longs patrouillaient les fonds marins, leurs radioles acérées leur servant à la fois d'armes défensives et d'outils pour creuser des abris dans le substrat. Les étoiles de mer atteignaient des envergures considérables, leurs bras puissants leur permettant de s'attaquer à des proies bien plus grosses que celles chassées par leurs équivalents modernes. Cette abondance de vie invertébrée créait un environnement sonore sous-marin d'une richesse extraordinaire. Les océans préhistoriques résonnaient constamment du craquement des carapaces brisées par les prédateurs, du sifflement des céphalopodes en fuite, du grattement des radulas sur les substrats rocheux. Cette cacophonie biologique témoignait d'une activité vitale intense qui contrastait fortement avec le relatif silence des océans profonds actuels. Les poissons de taille intermédiaire qui évoluaient dans cet environnement développaient des adaptations défensives sophistiquées face à la menace constante des superprédateurs. Certaines espèces évoluaient en bancs gigantesques qui pouvaient s'étendre sur des dizaines de kilomètres, créant des formations si denses qu'elles perturbaient la visibilité sous-marine et compliquaient les attaques des grands prédateurs. Ces superbancs se déplaçaient comme des organismes uniques, réagissant aux menaces avec une coordination parfaite qui maximisait les chances de survie de chaque individu. D'autres poissons développaient des stratégies de mimétisme remarquables, imitant l'apparence d'espèces toxiques ou dangereuses pour dissuader les prédateurs. Ces adaptations créaient des complexes de mimétisme où plusieurs espèces inoffensives copiaient l'apparence d'un modèle venimeux, créant une protection collective qui bénéficiait à l'ensemble de la communauté. Cette évolution convergente vers des signaux d'avertissement standardisés témoignait de la pression sélective intense exercée par les superprédateurs sur l'ensemble de la faune marine. Les zones de transition entre les différents environnements marins constituaient des hotspots de biodiversité particulièrement remarquables. Les interfaces entre les eaux profondes et les plateaux continentaux, entre les zones tropicales et tempérées, entre les régions d'upwelling et les zones oligotrophes, toutes ces frontières écologiques concentraient une diversité biologique exceptionnelle. Ces zones de transition servaient souvent de corridors migratoires pour les grandes espèces, créant des autoroutes biologiques temporaires qui rythmaient la vie océanique. La bathymétrie des océans préhistoriques, différente de l'actuelle en raison du niveau marin plus élevé, créait de vastes plateaux continentaux immergés qui offraient d'immenses surfaces d'habitat en eau peu profondes. Ces plateaux étendus favorisaient le développement d'écosystèmes benthiques riches et complexes, où évoluaient des communautés d'organismes sessiles aux architectures sophistiquées. Éponges géantes, coraux branchus, bryozoaires coloniaux créaient des paysages sous-marins d'une beauté et d'une complexité structurelle extraordinaires. Ces constructions biologiques modifiaient localement les courants marins, créant des micro-environnements aux caractéristiques physico-chimiques particulières. Des zones d'eau calme alternaient avec des couloirs de courant rapide, créant une mosaïque d'habitats qui favorisait la spécialisation écologique et l'émergence de nombreuses espèces endémiques. Cette hétérogénéité spatiale constituait un moteur puissant de diversification évolutive. Les cycles biogéochimiques dans ces océans préhistoriques fonctionnaient avec une efficacité remarquable. Le recyclage des nutriments s'effectuait à un rythme accéléré grâce à l'activité intense des décomposeurs marins. Les bactéries préhistoriques,
adapté aux températures élevées et aux fortes concentrations de matière organique, transformait rapidement les détritus biologiques en éléments nutritifs réutilisables, maintenant des niveaux de productivité primaire exceptionnellement élevés. Cette efficacité des cycles nutritifs permettait de soutenir des biomasses considérables sans épuisement des ressources. Les océans préhistoriques fonctionnaient comme des écosystèmes en équilibre dynamique, où chaque niche écologique était optimisée pour maximiser l'utilisation des ressources disponibles. Cette optimisation systémique explique en partie la coexistence possible de tant d'espèces géantes dans les mêmes environnements marins. Les variations saisonnières dans ces océans préhistoriques créaient des cycles biologiques d'une ampleur remarquable. Les migrations massives d'espèces planctoniques déclenchèrent des cascades trophiques qui se propageaient jusqu'au plus haut niveau de la chaîne alimentaire. Ces pulsations saisonnières de productivité créaient des fenêtres d'opportunité que les grands prédateurs apprenaient à exploiter avec une précision chronométrique. L'interaction entre ces cycles biologiques saisonniers et les variations climatiques à plus long terme créait une dynamique écosystémique complexe qui maintenait la diversité biologique à des niveaux exceptionnels. Les espèces développaient des stratégies reproductives synchronisées avec ces cycles, maximisant leurs chances de succès en coordonnant leurs efforts reproductifs avec les périodes d'abondance nutritive optimale. Cette synchronisation biologique créait des phénomènes spectaculaires de reproduction de masse qui transformaient temporairement des régions entières des océans en nurseries gigantesques. Ces événements reproductifs coordonnés assuraient le renouvellement des populations malgré la pression prédatrice intense exercée par les superprédateurs, maintenant l'équilibre délicat de ces écosystèmes marins extraordinaires. Ces événements reproductifs massifs transformaient littéralement la composition chimique des océans, créant des conditions exceptionnelles qui favorisaient l'émergence de comportements prédateurs d'une sophistication remarquable. Le mégalodon et ses contemporains avaient développé une connaissance intime de ces cycles biologiques, calquant leur propre stratégie de chasse sur ces pulsations de vie qui rythmaient les océans préhistoriques. Lorsque les grandes migrations reproductives commençaient, généralement déclenchées par des variations subtiles de température et de luminosité, c'était l'ensemble de l'écosystème marin qui se transformait. Les baleines primitives convergeaient vers des zones de rassemblement spécifiques, suivant des routes migratoires ancestrales gravées dans leur mémoire génétique. Ces autoroutes biologiques devenaient alors des pièges naturels où le mégalodon pouvait anticiper l'arrivée de ses proies avec une précision chirurgicale. La stratégie de chasse du mégalodon révélait une intelligence comportementale qui dépassait largement celle des requins actuels. Plutôt que de patrouiller sans but dans l'immensité océanique, il établissait des territoires de chasse stratégiques au point de convergence de ses routes migratoires. Ces zones, souvent situées près d'îles volcaniques ou de monts sous-marins, concentraient naturellement les proies et offraient des conditions de chasse optimales. Les monts sous-marins de l'époque Miocène jouaient un rôle crucial dans ces stratégies prédatrices. Ces formations géologiques, souvent couronnées de récifs coralliens luxuriants, créaient des oasis de vie au milieu des vastes étendues océaniques. Les courants marins, déviés par ces obstacles topographiques, généraient des zones de turbulence et d'upwelling local qui concentraient les nutriments et, par conséquent, attiraient toute la chaîne alimentaire marine. Le mégalodon exploitait ces configurations géographiques avec une maestria qui témoignait d'une compréhension profonde de la dynamique océanique. Il se positionnait dans les courants descendants, ces zones où l'eau dense et riche en oxygène plongeait vers les profondeurs, lui offrant une approche discrète vers ses proies qui évoluaient dans les eaux de surface. Cette technique d'embuscade verticale lui permettait de surgir des abysses avec une vitesse et une surprise dévastatrices. Les attaques du mégalodon suivaient des patterns comportementaux complexes qui variaient selon le type de proie et les conditions environnementales. Face aux baleines solitaires, il privilégiait l'attaque frontale brutale, utilisant sa masse et sa vitesse pour infliger un traumatisme maximal dès le premier contact. Mais lorsqu'il chassait dans des groupes de cétacés, sa stratégie devenait plus subtile et méthodique. Dans ces situations de chasse collective, le mégalodon démontrait une capacité remarquable à analyser la structure sociale de ses proies. Il identifiait rapidement les individus les plus vulnérables, les jeunes, les blessés, les femelles gravides dont la mobilité était réduite. Une fois sa cible sélectionnée, il déployait des techniques d'isolement sophistiquées, utilisant sa présence menaçante pour séparer la proie choisie du groupe protecteur. Cette séparation s'effectuait par une série d'attaques feintes et de manœuvres d'intimidation qui créaient la panique dans le groupe de baleines.
Le chaos qui s'ensuivait brisait la cohésion défensive du troupeau, permettant au mégalodon d'isoler sa proie dans un espace où il pouvait déployer toute sa puissance destructrice sans interférence. Ces tactiques révélaient une intelligence prédatrice qui s'apparentait davantage aux stratégies des mammifères sociaux qu'au comportement instinctif des requins primitifs. Les preuves fossiles suggèrent que le mégalodon était capable d'apprentissage social, transmettant ses techniques de chasse les plus efficaces à sa descendance. Les jeunes mégalodons accompagnaient probablement leur mère lors de ces chasses complexes, observant et assimilant les stratégies comportementales qui feraient d'eux des prédateurs accomplis. Cette transmission culturelle de savoir prédateur représentait un niveau de sophistication sociale rarement observé chez les poissons cartilagineux. L'efficacité de ces techniques de chasse était démontrée par l'impact écologique considérable du mégalodon sur les populations de baleines préhistoriques. Les analyses paléodémographiques révèlent que la pression prédatrice exercée par ces géants influençait directement la structure d'âge des populations de cétacés, favorisant les individus aux capacités d'évitement les plus développées et sélectionnant des traits comportementaux de plus en plus sophistiqués. Cette pression sélective constante déclenchait une course aux armements évolutifs entre prédateurs et proies qui stimulait l'innovation biologique dans les deux camps. Les baleines développaient des stratégies défensives de plus en plus élaborées, formation de nage coordonnée, système d'alerte acoustique, comportement de diversion collective. Parallèlement, le mégalodon raffinait ses techniques d'attaque, développant une palette comportementale d'une richesse qui n'a probablement jamais été égalée dans le règne des superprédateurs marins. Les zones de chasse préférées du mégalodon révélaient également sa capacité à exploiter les variations saisonnières des écosystèmes marins. Pendant les périodes de reproduction des baleines, il concentrait ses activités autour des lagunes tropicales peu profondes où les femelles venaient mettre bas. Ces nurseries naturelles, riches en proies vulnérables, devenaient temporairement le théâtre d'une prédation intensive qui régulait naturellement les populations de cétacés. L'impact de cette prédation sélective sur les stratégies reproductives des baleines était considérable. Les espèces proies développaient des cycles reproductifs synchronisés qui saturaient temporairement les capacités prédatrices du mégalodon, assurant la survie d'un nombre suffisant de nouveau-nés pour maintenir les populations. Cette synchronisation reproductive représentait une stratégie défensive collective d'une sophistication remarquable. Les techniques de chasse du mégalodon variaient également selon la profondeur des eaux où il évoluait. Dans les zones abyssales, il exploitait l'obscurité pour des approches furtives, utilisant ses organes sensoriels exceptionnellement développés pour localiser ses proies dans le noir total. Sa bioluminescence potentielle, suggérée par certains chercheurs, lui aurait permis de créer des leurres lumineux pour attirer les proies curieuses dans des pièges mortels. En eau moyenne, le mégalodon déployait des stratégies de chasse verticale d'une efficacité redoutable. Il utilisait les thermoclines, ces couches d'eau aux températures contrastées, comme des autoroutes de chasse naturelles. Sa capacité de thermorégulation lui permettait de traverser rapidement ces zones de transition thermique, surprenant des proies moins adaptées à ces variations brusques de température. Dans les eaux de surface, particulièrement riches en vie marine, le mégalodon adaptait ses techniques aux conditions de visibilité élevées. Il exploitait les reflets solaires et les jeux d'ombre créés par les vagues pour masquer son approche, transformant la surface océanique en un terrain de chasse aux multiples cachettes naturelles. Ces adaptations comportementales témoignaient d'une plasticité cognitive exceptionnelle. L'étude des marques de dents sur les fossiles de proies révèle également des variations géographiques dans les techniques de chasse du mégalodon. Les populations qui évoluaient dans les bassins océaniques fermés développèrent des stratégies différentes de celles des océans ouverts, suggérant une capacité d'adaptation comportementale remarquable aux conditions environnementales locales. Ces variations régionales dans les comportements prédateurs créaient des pressions sélectives spécifiques qui façonnaient l'évolution des communautés de proies selon des patterns géographiques distincts. Les baleines de l'Atlantique préhistorique développaient des adaptations défensives différentes de celles du Pacifique, créant une mosaïque évolutive complexe qui enrichissait la diversité biologique globale des océans. L'interaction entre ces différentes stratégies de chasse et les cycles océaniques à long terme créait des dynamiques prédateurs-proies d'une complexité extraordinaire. Les variations climatiques millénaires influençaient les distributions géographiques des espèces, modifiant les zones de rencontre entre prédateurs et proies et déclenchant de nouveaux cycles adaptatifs.
Ces cycles adaptatifs à long terme sculptaient l'évolution morphologique du mégalodon lui-même. Les populations qui se spécialisaient dans la chasse aux proies rapides développaient des caractères hydrodynamiques plus prononcés, tandis que celles qui s'attaquaient aux géants lents privilégiaient la puissance de morsure. Cette spécialisation écologique créait probablement des sous-populations aux caractéristiques distinctes, préfigurant une diversification taxonomique qui ne put jamais s'accomplir avant l'extinction de l'espèce. L'arsenal sensoriel du mégalodon, déjà exceptionnel par sa sensibilité, était également remarquable par sa capacité d'intégration multimodale. Le géant ne se contentait pas d'utiliser ses sens individuellement, mais les combinait en système de détection sophistiqué qui lui donnait une perception tridimensionnelle de son environnement aquatique. Cette intégration sensorielle lui permettait de créer des cartes mentales précises de ses territoires de chasse, mémorisant les caractéristiques topographiques, les cycles de proie et les conditions optimales pour chaque type d'attaque. Cette capacité de cartographie cognitive transformait chaque territoire de mégalodon en une zone de chasse optimisée où chaque élément environnemental était exploité pour maximiser l'efficacité prédatrice. Ces territoires fonctionnaient comme de véritables pièges écologiques où les proies, attirées par l'abondance apparente de ressources, tombaient inexorablement sous la coupe du super-prédateur qui maîtrisait parfaitement tous les paramètres de son domaine. Cette maîtrise territoriale du mégalodon s'inscrivait dans un contexte évolutif plus large, où les géants marins de l'époque développèrent des adaptations toujours plus spectaculaires pour survivre dans un monde aquatique en perpétuelle transformation. Mais au-delà des stratégies de chasse individuelles, c'était l'ensemble de l'écosystème océanique qui évoluait sous l'influence de ces superprédateurs, créant des dynamiques biologiques d'une complexité fascinante. Les interactions sociales entre mégalodons révélaient des aspects comportementaux particulièrement intrigants de ces géants solitaires. Bien que principalement territoriaux et indépendants, certaines preuves fossiles suggèrent des rassemblements temporaires de plusieurs individus dans des zones d'abondance exceptionnelles. Ces agrégations n'étaient probablement pas le fruit du hasard, mais résultaient de calculs comportementaux sophistiqués où les bénéfices de la coopération temporaire dépassaient les coûts de la compétition intraspécifique. Ces rassemblements de mégalodons créaient des spectacles d'une intensité dramatique inimaginable. Plusieurs géants de 20 mètres évoluant simultanément dans la même zone transformaient littéralement l'écosystème local en arène prédatrice. La compétition pour les meilleures positions d'attaque, la course aux proies les plus prometteuses, les démonstrations de force entre rivaux, tous ces comportements convergeaient pour créer un théâtre aquatique d'une violence et d'une grandeur épique. La hiérarchie qui s'établissait lors de ces rencontres était probablement déterminée par une combinaison complexe de facteurs, la taille, l'âge, l'expérience de chasse et peut-être même la réputation acquise lors de rencontres précédentes. Les plus grands spécimens, ces patriarches centenaires aux cicatrices multiples, imposaient naturellement leur autorité, reléguant les individus plus jeunes aux positions périphériques moins avantageuses. Ces dynamiques sociales temporaires influençaient profondément les stratégies individuelles de chaque participant. Les mégalodons dominants pouvaient se permettre des attaques directes et spectaculaires, sachant que leur statut les protégeait de la compétition directe. Les individus subordonnés développaient des techniques plus subtiles, exploitant les opportunités créées par les actions de leurs congénères dominants, transformant chaque chasse collective en ballet complexe où chaque mouvement était calculé. L'impact de ces rassemblements sur les populations de proies était dévastateur et créait des effets en cascade qui se propageaient à travers l'ensemble de l'écosystème marin. Les zones affectées par ces concentrations prédatrices temporaires subissaient des dépressions démographiques massives qui pouvaient perdurer pendant des décennies, forçant les survivants à adopter de nouvelles stratégies comportementales et parfois à coloniser de nouveaux habitats. Cette pression prédatrice extrême accélérait l'innovation évolutive chez les espèces proies, créant des bursts adaptatifs où de nouveaux traits défensifs apparaissaient et se fixaient dans les populations avec une rapidité remarquable. Les baleines préhistoriques développaient des systèmes d'écolocation de plus en plus sophistiqués, des formations de nage défensives complexes et même des comportements de feinte collective destinés à tromper les prédateurs sur la véritable composition et vulnérabilité des groupes.
Certaines espèces de baleines primitives évoluèrent vers des stratégies de gigantisme défensif, atteignant des tailles qui les plaçaient à la limite supérieure des capacités prédatrices même du mégalodon. Ces géants pacifiques, ancêtres lointains des baleines bleues actuelles, développaient des morphologies spécialisées dans la résistance aux attaques. Peau épaissie, couches de graisse protectrices, structures osseuses renforcées au niveau des zones d'attaque préférées des requins. D'autres lignées optaient pour la stratégie inverse, évoluant vers des formes plus petites et plus agiles, capables d'échapper aux attaques par la vitesse et la manœuvrabilité. Ces baleines primitives développaient des nageoires proportionnellement plus grandes, des corps plus effilés et des capacités d'accélération qui leur permettaient de distancer même les mégalodons les plus rapides sur de courtes distances. La diversification des stratégies défensives chez les proies créait à son tour des pressions sélectives nouvelles sur le mégalodon, l'obligeant à maintenir une flexibilité comportementale exceptionnelle. Aucune technique de chasse unique ne pouvait être efficace contre l'ensemble des proies disponibles, forçant le superprédateur à développer un répertoire comportemental d'une richesse remarquable. Cette course aux armements évolutifs entre le mégalodon et ses proies atteignait parfois des niveaux d'innovation biologique extraordinaires. Certaines baleines préhistoriques développaient des capacités de communication acoustique longue distance qui leur permettaient d'alerter leurs congénères de la présence de prédateurs sur des centaines de kilomètres. Ces réseaux d'alerte précoces transformaient les océans en systèmes de surveillance biologique où l'information circulait plus vite que les prédateurs eux-mêmes. En réponse, le mégalodon développait des techniques de chasse silencieuses de plus en plus raffinées, minimisant les signatures acoustiques et vibratoires de ses approches. Cette adaptation comportementale nécessitait un contrôle musculaire d'une précision extraordinaire, transformant le géant de 20 mètres en fantôme aquatique capable d'approche furtive malgré sa taille imposante. L'étude des isotopes dans les dents fossilisées de mégalodons révèle des migrations intercontinentales d'une ampleur stupéfiante. Ces analyses chimiques démontrent que certains individus traversaient régulièrement les bassins océaniques, suivant des circuits migratoires qui pouvaient couvrir l'équivalent de la circonférence terrestre. Ces voyages épiques n'étaient pas des errances sans but, mais suivaient des patterns saisonniers précis liés au cycle reproductif des proies principales. Ces migrations transpacifiques et transatlantiques créaient des connexions biologiques entre des écosystèmes marins éloignés, le mégalodon servant de vecteur de dispersion pour de nombreuses espèces plus petites. Les parasites, les commensaux et même certaines espèces de poissons pilotes accompagnaient le géant dans ses voyages intercontinentaux, créant des échanges biotiques à l'échelle planétaire. La navigation de ces géants migrateurs exploitait probablement une combinaison sophistiquée de signaux environnementaux, champs magnétiques terrestres, gradients thermiques océaniques, composition chimique régionale et peut-être même signaux célestes perçus depuis les profondeurs marines. Cette capacité de navigation longue distance témoignait d'adaptations sensorielles et cognitives d'une complexité qui rivalise avec celle des navigateurs les plus accomplis du règne animal. Les routes migratoires du mégalodon créaient des corridors biologiques temporaires qui structuraient les écosystèmes marins à l'échelle des bassins océaniques. Ces autoroutes prédatrices influençaient les mouvements de toutes les autres espèces marines, créant des patterns de distribution et d'abondance qui reflétaient l'empreinte écologique du superprédateur. L'analyse des assemblages fossiles le long de ces routes migratoires révèle des zones d'impact récurrentes où la diversité biologique était périodiquement restructurée par le passage du mégalodon. Ces corridors de prédation intensive alternaient avec des zones refuges où les espèces proies pouvaient se reconstituer entre les passages destructeurs du géant. Cette organisation spatiale des écosystèmes marins autour des circuits migratoires du mégalodon créait une mosaïque biogéographique complexe où chaque région développait des caractéristiques écologiques spécifiques. Les zones de passage réguliers évoluaient vers des communautés dominées par des espèces à cycle reproductif rapide et à forte capacité de recolonisation, tandis que les zones refuges préservaient des communautés plus stables aux espèces longévives. Cette hétérogénéité spatiale à grande échelle maintenait la diversité biologique globale des océans préhistoriques en créant une multitude de niches écologiques spécialisées. Paradoxalement, l'impact destructeur local du mégalodon contribuait à maintenir la richesse biologique globale en empêchant la monopolisation des ressources par quelques espèces dominantes. Les variations saisonnières dans les patterns migratoires du mégalodon créaient des cycles prédateurs-proies d'une régularité remarquable qui rythmaient la vie marine à l'échelle continentale.
Ces cycles prévisibles permettaient aux espèces proies de développer des stratégies d'évitement temporel, synchronisant leur propre migration pour minimiser les rencontres avec le superprédateur. Cette synchronisation biologique à grande échelle transformait les océans préhistoriques en systèmes dynamiques où millions d'organismes coordonnaient inconsciemment leurs mouvements autour des déplacements d'un seul superprédateur. Cette organisation émergente témoignait de la capacité extraordinaire des écosystèmes naturels à s'auto-organiser autour des forces sélectives dominantes. L'influence du mégalodon s'étendait même au cycle biogéochimique océanique. Ses déplacements massifs et sa consommation gigantesque de biomasse créaient des flux de nutriments d'une ampleur considérable. Les déjections du géant, riches en azote et phosphore, fertilisaient des régions océaniques entières, stimulant la productivité primaire et influençant la distribution des blooms phytoplanctoniques. Cette fertilisation biologique différentielle créait des gradients de productivité qui structuraient l'ensemble des réseaux trophiques marins. Les zones fréquemment visitées par le mégalodon développaient une productivité primaire exceptionnelle qui soutenait des chaînes alimentaires particulièrement complexes et diversifiées. L'impact géochimique du mégalodon était amplifié par ses habitudes alimentaires spécifiques. Sa préférence pour les grandes baleines riches en lipides créait des transferts massifs de carbone organique depuis les zones de surface vers les profondeurs océaniques. Ces puits de carbone biologique influençaient probablement les cycles climatiques globaux, le mégalodon participant ainsi indirectement à la régulation du système climatique terrestre. Cette interconnexion entre biologie marine et climat global soulignait le rôle écosystémique fondamental des superprédateurs dans le maintien des équilibres planétaires. Le mégalodon n'était pas seulement un prédateur exceptionnellement efficace, mais un régulateur biologique dont l'influence s'étendait bien au-delà de ses interactions directes avec ses proies. Cette influence planétaire du mégalodon s'exerçait dans un contexte climatique qui commençait déjà à montrer les premiers signes des transformations dramatiques qui allaient bouleverser les océans du monde. Vers la fin du Miocène et le début du Pliocène, il y a environ 5 millions d'années. Les conditions exceptionnelles qui avaient permis l'épanouissement de ces écosystèmes marins géants commençaient à s'altérer de manière subtile mais irréversible. Les premiers changements s'observaient dans les patterns de circulation océanique globale. La fermeture progressive de l'isthme de Panama, ce pont terrestre qui allait définitivement séparer l'Atlantique du Pacifique, modifiait fondamentalement les courants marins qui avaient maintenu les températures océaniques élevées pendant des millions d'années. Cette transformation géologique, apparemment mineure à l'échelle planétaire, déclenchait une cascade d'effets qui allait rechapper complètement les écosystèmes marins mondiaux. L'interruption de la circulation équatoriale directe entre les océans Atlantique et Pacifique forçait les courants à emprunter de nouvelles routes, créant des patterns de distribution thermique radicalement différents. Les eaux chaudes tropicales, qui circulaient librement autour du globe pendant l'âge d'or du mégalodon, se retrouvaient progressivement confinées dans des bassins plus restreints, amorçant un refroidissement graduel mais inéluctable des océans mondiaux. Ce refroidissement océanique n'était pas uniforme et créait des gradients thermiques plus prononcés entre les régions équatoriales et polaires. Pour le mégalodon, dont le métabolisme gigantesque dépendait des eaux chaudes riches en proies, cette transformation représentait une menace existentielle d'une ampleur sans précédent. Ces zones de chasse traditionnelles commençaient à se contracter, forçant des populations entières à se concentrer dans des refuges thermiques de plus en plus restreints. Simultanément, ces changements de température affectaient drastiquement les écosystèmes planctoniques qui formaient la base de toutes les chaînes alimentaires marines. Les espèces de diatomées et de foraminifères adaptées aux eaux très chaudes cédaient progressivement la place à des communautés planctoniques moins productives, adaptées aux nouvelles conditions thermiques. Cette transition au niveau microscopique déclenchait des effets en cascade qui remontaient inexorablement vers les plus hauts niveaux trophiques. La productivité primaire océanique, ce moteur fondamental qui soutenait l'ensemble des écosystèmes marins géants, commençait à décliner dans de nombreuses régions. Les blooms phytoplanctoniques massifs qui avaient caractérisé les océans miocènes se raréfiaient, remplacés par des communautés plus clairsemées et moins énergétiquement denses. Cette diminution de la biomasse primaire réduisait mécaniquement la capacité de charge des océans pour les grands prédateurs. Les baleines primitives, proie principale du mégalodon, réagissaient à ces changements environnementaux en modifiant leurs patterns migratoires et reproductifs.
Les routes traditionnelles qui menaient vers les zones d'alimentation les plus riches devenaient moins fiables, forçant ces géants marins à explorer de nouveaux territoires et à adapter leur cycle biologique aux nouvelles réalités océaniques. Cette désorganisation des cycles migratoires des proies perturbait profondément les stratégies de chasse du mégalodon, optimisées pendant des millions d'années pour exploiter des patterns comportementaux prévisibles. Le superprédateur se trouvait confronté à une proie qui devenait imprévisible, dispersée et de plus en plus difficile à localiser dans des océans dont la géographie nutritive se transformait rapidement. Parallèlement à ces changements océanographiques, des modifications climatiques globales affectaient l'ensemble du système terrestre. L'establishment progressif des calottes glaciaires antarctiques et l'expansion de la banquise polaire modifiaient les patterns de précipitation et de circulation atmosphérique, créant des rétroactions climatiques qui accéléraient le refroidissement océanique global. Ces changements climatiques induisaient également des variations du niveau marin qui transformaient les environnements côtiers où de nombreuses espèces marines se reproduisaient. Les nurseries traditionnelles, ces lagunes tropicales peu profondes où naissaient les jeunes baleines, subissaient des modifications importantes qui affectaient les taux de survie juvénile et, par conséquent, le renouvellement des populations de proies. L'acidification progressive des océans, résultant de l'augmentation de l'absorption de CO2 atmosphérique par les eaux marines, commençait également à affecter les organismes à coquilles calcaires qui formaient une partie importante des chaînes alimentaires marines. Cette acidification perturbait les cycles biogéochimiques océaniques et modifiait la composition des communautés planctoniques de manière subtile mais cumulative. Face à ces pressions environnementales multiples, les écosystèmes marins préhistoriques entraient dans une phase de réorganisation profonde. Les espèces les plus spécialisées et dépendantes des conditions exceptionnelles du Miocène commençaient à montrer des signes de stress populationnel, tandis que des formes plus généralistes et adaptables commençaient à occuper les niches écologiques laissées vacantes. Le mégalodon, malgré ses adaptations extraordinaires, se trouvait particulièrement vulnérable à ces changements systémiques. Sa taille gigantesque et ses besoins énergétiques colossaux, qui avaient constitué ses principaux atouts dans les océans riches du Miocène, devenaient des handicaps dans un monde marin aux ressources décroissantes et aux conditions environnementales plus variables. Les populations de mégalodons commençaient à montrer des signes de fragmentation géographique, les différentes régions océaniques n'offrant plus les conditions homogènes qui avaient permis le maintien d'une population globale interconnectée. Cette fragmentation réduisait les flux génétiques entre populations et augmentait la vulnérabilité de l'espèce face aux perturbations locales. Dans certaines régions, particulièrement affectées par les changements océanographiques, les dernières populations de mégalodons luttaient pour maintenir des densités suffisantes pour assurer la reproduction. Les rencontres entre individus reproducteurs devenaient de plus en plus rares, créant des spirales démographiques négatives qui accéléraient le déclin local de l'espèce. Les analyses isotopiques des dernières dents de mégalodons révèlent des changements significatifs dans les régimes alimentaires, suggérant une diversification forcée vers des proies moins optimales. Cette flexibilité comportementale témoignait des tentatives désespérées de l'espèce pour s'adapter aux nouvelles conditions, mais ne suffisait pas à compenser la dégradation générale de son environnement. Les zones refuges où les mégalodons tentaient de survivre se caractérisaient par des conditions océanographiques particulières qui préservaient temporairement des écosystèmes de type Miocène. Ces poches de stabilité environnementale, souvent associées à des configurations géographiques spécifiques, offraient des sursis temporaires, mais ne pouvaient résister indéfiniment aux transformations globales. L'évolution des communautés de grands prédateurs marins reflétait cette transition écosystémique majeure. De nouvelles espèces de requins, plus petites mais plus efficaces énergétiquement, commençaient à occuper les niches prédatrices intermédiaires, exploitant des ressources que le mégalodon ne pouvait plus monopoliser efficacement. Ces nouveaux prédateurs développaient des stratégies de chasse adaptées aux conditions changeantes, spécialisation sur des proies plus petites mais plus abondantes, formation de groupes de chasse coopératifs, exploitation de niches temporelles spécifiques. Cette diversification prédatrice créait une compétition croissante pour les ressources alimentaires restantes. L'émergence de mammifères marins plus petits et plus agiles, ancêtres des dauphins et marsouins modernes, introduisait également de nouveaux compétiteurs dans les écosystèmes marins. Ces espèces, dotées d'une intelligence sociale développée et de capacités d'écolocation sophistiquées, exploitaient efficacement les ressources disponibles tout en évitant la prédation par les géants survivants.
La complexification des réseaux trophiques marins, résultant de cette diversification adaptative, réduisait progressivement la part des ressources disponibles pour les superprédateurs géants. Le modèle écologique simple des océans Miocènes, dominé par quelques espèces géantes, cédait la place à un système plus complexe et fragmenté où aucune espèce ne pouvait exercer une domination absolue. Ces transformations écosystémiques s'accompagnaient de modifications dans les cycles biogéochimiques océaniques qui affectaient la distribution et la concentration des nutriments essentiels. Les zones de haute productivité, cruciales pour le maintien des chaînes alimentaires complexes, se déplaçaient géographiquement et devenaient plus instables temporellement. L'analyse des sédiments marins de cette période révèle une diminution progressive de la biomasse de grands organismes marins, témoignant d'une réorganisation fondamentale des écosystèmes vers des structures trophiques dominées par des espèces plus petites et plus efficaces énergétiquement. Cette tendance au miniaturisme adaptatif caractérisait l'ensemble de la faune marine en transition. Les derniers mégalodons survivants dans ces conditions dégradées développaient probablement des comportements de plus en plus désespérés, élargissant leur territoire de chasse à des dimensions qui dépassaient leur capacité de surveillance efficace. Cette expansion territoriale forcée réduisait l'efficacité de leur stratégie prédatrice et augmentait les coûts énergétiques de leur déplacement. La raréfaction des proies traditionnelles forçait également ces géants à adapter leurs techniques de chasse à des cibles moins optimales, processus qui nécessitait un apprentissage comportemental complexe et coûteux en énergie. Cette plasticité comportementale, bien que témoignant de l'intelligence remarquable de l'espèce, ne suffisait pas à compenser les déficits énergétiques créés par la dégradation environnementale. Ces adaptations comportementales désespérées marquaient les derniers chapitres d'une saga évolutive qui avait dominé les océans pendant près de 20 millions d'années. Les mégalodons survivants, contraints d'explorer des stratégies alimentaires de plus en plus marginales, témoignaient de la capacité remarquable de cette espèce à lutter contre l'inéluctable, mais aussi de l'impossibilité, pour même les plus parfaites, des machines biologiques de survivre à des changements environnementaux d'une ampleur planétaire. Dans les derniers refuges, où persistaient encore quelques populations de mégalodons, vers 3 millions d'années avant notre époque, les conditions océaniques continuaient de se dégrader inexorablement. Les courants marins, désormais définitivement réorganisés par la fermeture complète de l'isthme de Panama, avaient établi des patterns de circulation qui favorisaient le transport des eaux froides polaires vers les latitudes moyennes, abaissant progressivement la température moyenne des océans mondiaux. Cette révolution océanographique ne se contentait pas de refroidir les eaux, elle transformait également leur composition chimique de manière fondamentale. Les eaux froides, plus riches en oxygène dissous mais plus pauvres en nutriments directement assimilables, modifiaient les équilibres biochimiques qui avaient soutenu les écosystèmes marins géants pendant des dizaines de millions d'années. Les analyses géochimiques des sédiments de cette période révèlent une chute dramatique de la productivité primaire océanique, particulièrement dans les zones tropicales et subtropicales où le mégalodon avait traditionnellement concentré ses activités. Cette diminution de la base productive des chaînes alimentaires marines créait un effet de compression trophique qui affectait tous les niveaux, des micro-organismes planctoniques jusqu'aux superprédateurs géants. Les baleines préhistoriques, confrontées à cette raréfaction des ressources alimentaires, développèrent des stratégies adaptatives qui les éloignaient encore davantage des zones de chasse traditionnelles du mégalodon. Certaines espèces évoluaient vers des régimes alimentaires plus spécialisés, exploitant des niches écologiques étroites, mais moins accessibles aux géants généralistes. D'autres adoptaient des comportements migratoires plus complexes, suivant des ressources saisonnières dispersées que le mégalodon ne pouvait exploiter efficacement avec ses besoins énergétiques colossaux. Cette évolution comportementale des proies créait un cercle vicieux pour les derniers mégalodons. Non seulement leurs proies traditionnelles devenaient plus rares, mais elles développaient également des stratégies d'évitement de plus en plus sophistiquées, fruits de millions d'années de pression sélective exercée par les superprédateurs. Les baleines survivantes représentaient l'élite évolutive de leur lignée, les descendantes des individus les plus doués pour échapper aux attaques des géants. L'intelligence comportementale de ces baleines évoluées se manifestait par des stratégies collectives d'une sophistication remarquable. Elles développaient des réseaux de communication acoustique longue distance qui leur permettaient de coordonner leurs mouvements à l'échelle océanique, créant des systèmes d'alerte précoces qui rendaient les approches furtives du mégalodon de plus en plus difficiles. Ces réseaux de communication whale intégraient des codes acoustiques complexes qui permettaient non seulement de signaler la présence de prédateurs, mais aussi de transmettre des informations détaillées sur leur localisation, leur comportement et même leur état physiologique apparent.
Cette révolution communicationnelle transformait les océans en systèmes d'information biologique, où l'avantage tactique basculait progressivement en faveur des proies intelligentes. Face à ces défis adaptatifs croissants, les dernières populations de mégalodons montraient des signes de stress évolutif qui se manifestaient par une variabilité morphologique accrue. Certains individus développaient des caractères hydrodynamiques plus prononcés, tentant de compenser par la vitesse la diminution de l'efficacité de leur stratégie d'embuscade traditionnelle. D'autres évoluaient vers des formes plus robustes, privilégiant la puissance brute dans l'espoir de raccourcir les poursuites énergétiquement coûteuses. Cette diversification morphologique des derniers mégalodons témoignait de la pression sélective intense qui s'exerçait sur l'espèce, mais elle révélait également la fragmentation génétique croissante des populations survivantes. L'isolement géographique des derniers refuges empêchait les flux génétiques qui auraient pu maintenir la cohésion évolutive de l'espèce, créant une dérive génétique qui affaiblissait sa capacité d'adaptation collective. L'analyse des derniers fossiles de mégalodons révèle des anomalies morphologiques qui suggèrent des problèmes de consanguinité dans les populations réduites. Ces défauts développementaux, particulièrement visibles dans la structure dentaire et la symétrie corporelle, témoignaient de la dégradation génétique qui accompagnait inexorablement le déclin démographique de l'espèce. Dans ce contexte de déclin généralisé, les interactions entre les derniers mégalodons survivants prenaient des dimensions tragiques. La raréfaction des individus transformait chaque rencontre en événement biologiquement crucial, mais la compétition pour des ressources devenues insuffisantes empêchait souvent la coopération reproductive nécessaire au maintien de l'espèce. Les derniers territoires de chasse viables, concentrés dans quelques régions océaniques aux conditions encore favorables, devenaient l'objet de conflits territoriaux d'une intensité exceptionnelle entre les géants survivants. Ces affrontements entre mégalodons, déjà dramatiques en temps normal, prenaient désormais une dimension existentielle où la défaite signifiait non seulement la mort individuelle, mais contribuait également à l'extinction progressive de l'espèce entière. Les preuves fossiles de cette période finale révèlent des marques de combat entre mégalodons d'une violence inhabituelle, suggérant que la pression environnementale poussait ces prédateurs normalement solitaires vers des comportements de plus en plus agressifs et désespérés. Les cicatrices sur les vertèbres fossilisées racontent l'histoire de batailles titanesques où les derniers représentants de l'espèce s'entretuaient pour le contrôle de ressources insuffisantes. Cette autodestruction par compétition intraspécifique accélérait un processus d'extinction qui aurait pu, dans d'autres circonstances, s'étaler sur une période plus longue. L'incapacité des derniers mégalodons à coopérer face à l'adversité environnementale illustrait tragiquement les limites de l'individualisme prédateur face aux défis écosystémiques majeurs. Parallèlement à cette lutte finale des géants, de nouveaux écosystèmes marins émergeaient dans les océans refroidis, organisés autour de principes écologiques radicalement différents. Ces nouveaux systèmes privilégiaient l'efficacité énergétique sur la taille brute, la coopération sur la domination individuelle, l'adaptabilité sur la spécialisation extrême. Les requins de taille intermédiaire qui commençaient à dominer ces nouveaux écosystèmes développaient des stratégies de chasse collective qui maximisaient l'exploitation des ressources disponibles. Ces prédateurs sociaux, ancêtres des espèces actuelles, démontraient qu'une approche coopérative pouvait être plus efficace que la domination solitaire, même face à des proies importantes. L'émergence de ces nouvelles communautés prédatrices créait une compétition indirecte mais implacable pour les derniers mégalodons. Les ressources alimentaires, déjà réduites par les changements environnementaux, subissaient une pression prédatrice distribuée mais constante qui ne laissait que des miettes aux géants isolés. Cette transition écosystémique s'accompagnait de modifications profondes dans les cycles reproductifs des espèces marines. Les nouvelles conditions océaniques favorisaient les espèces à cycle reproductif court et à forte fécondité, capables de s'adapter rapidement aux fluctuations environnementales. Le mégalodon, avec sa longévité exceptionnelle et ses cycles reproductifs lents, se trouvait désavantagé dans cette course évolutive accélérée. Les dernières nurseries de mégalodons, situées dans des lagunes tropicales de plus en plus rares et instables, subissaient également les effets du changement climatique global. L'élévation du niveau marin, paradoxalement associée au refroidissement océanique en raison de phénomènes géologiques complexes, modifiait la géomorphologie côtière et détruisait les environnements protégés nécessaires au développement des jeunes géants. Cette destruction des habitats de reproduction constituait peut-être le coup de grâce pour une espèce déjà fragilisée.
sécurisée. Sans nurserie sécurisée, les quelques jeunes mégalodons qui parvenaient encore à naître ne pouvaient survivre assez longtemps pour atteindre la maturité reproductive, brisant définitivement le cycle de renouvellement des populations. L'analyse des sédiments de ces anciennes nurseries révèle une diminution drastique des dents de mégalodons juvéniles dans les couches correspondant aux derniers millions d'années de l'espèce, confirmant l'effondrement reproductif qui accompagnait le déclin général des populations adultes. Dans les derniers refuges océaniques où persistaient encore quelques mégalodons isolés, l'espèce tentait désespérément de s'adapter à des conditions qui étaient fondamentalement incompatibles avec sa physiologie et son écologie. Ces tentatives d'adaptation, bien que témoignant de la remarquable plasticité biologique de l'espèce, ne pouvaient compenser l'ampleur des changements environnementaux globaux. Les derniers mégalodons développaient probablement des comportements alimentaires de plus en plus opportunistes, s'attaquant à des proies traditionnellement ignorées et exploitant des sources nutritives marginales. Cette flexibilité comportementale ultime, bien qu'admirable, ne suffisait pas à maintenir le métabolisme gigantesque qui définissait l'espèce depuis des millions d'années. L'étude comparative avec d'autres extinctions de mégafaune marine révèle que le mégalodon suivait un pattern classique d'extinction des superprédateurs géants, fragmentation des populations, réduction de la diversité génétique, échec reproductif et finalement disparition complète lorsque les derniers individus isolés ne parvenaient plus à se reproduire efficacement. Cette extinction représentait non seulement la fin d'une espèce extraordinaire, mais marquait également la fermeture définitive d'un chapitre écologique unique dans l'histoire de notre planète. Jamais plus les océans ne connaîtraient la domination d'un superprédateur de cette ampleur, et jamais plus les écosystèmes marins ne s'organiseraient autour d'un géant de 20 mètres aux besoins énergétiques colossaux. La disparition définitive du mégalodon, il y a environ 3 millions d'années, marquait la fin d'une ère géologique unique et ouvrait la voie à une réorganisation complète des écosystèmes marins mondiaux. Cette extinction ne fut pas un événement isolé, mais le point culminant d'une transformation planétaire qui remodela profondément la vie océanique et établit les fondements du monde marin que nous connaissons aujourd'hui. Dans les années qui suivirent l'extinction du dernier mégalodon, les océans entrèrent dans une phase de reconquête écologique d'une ampleur extraordinaire. Les niches prédatrices laissées vacantes par la disparition du géant furent rapidement colonisées par une multitude d'espèces émergentes, chacune exploitant une fraction de l'espace écologique autrefois monopolisé par le superprédateur unique. Cette diversification prédatrice post-mégalodon créa des écosystèmes marins d'une complexité structurelle sans précédent. Là où un seul géant avait régné, des dizaines d'espèces spécialisées développèrent des stratégies de chasse complémentaires qui exploitaient plus efficacement les ressources disponibles. Les requins de taille moyenne se diversifièrent en une multitude de formes adaptées à des niches spécifiques. Chasseurs pélagiques, prédateurs benthiques, spécialistes des eaux froides, opportunistes côtiers. Cette explosion adaptative ne se limitait pas aux requins. Les mammifères marins, libérés de la pression prédatrice écrasante du mégalodon, purent développer des stratégies écologiques plus audacieuses. Les premiers grands dauphins évoluèrent vers des formes de coopération sociale sophistiquées, développant des techniques de chasse collective qui leur permettaient de s'attaquer à des proies auparavant inaccessibles. L'émergence des orques primitives représentait peut-être le développement le plus significatif de cette transition post-mégalodon. Ces nouveaux superprédateurs, bien que considérablement plus petits que leurs prédécesseurs géants, compensaient leur taille limitée par une intelligence sociale exceptionnelle et des stratégies de chasse coopératives d'une sophistication inégalée. Contrairement aux mégalodons solitaires, ces nouveaux apex prédateurs fonctionnaient en unités familiales coordonnées où l'information et les techniques de chasse se transmettaient culturellement de génération en génération. Cette révolution sociale dans la prédation marine créait des lignées prédatrices dont l'efficacité collective surpassait largement celle des géants individualistes du passé. Les baleines, enfin libérées de la menace constante du mégalodon, purent explorer de nouvelles stratégies évolutives qui avaient été impossibles sous la pression du super-prédateur géant. Certaines lignées évoluèrent vers des tailles encore plus imposantes, donnant naissance aux ancêtres des baleines bleues actuelles, véritables géants pacifiques dont la stratégie de survie reposait sur la taille pure plutôt que sur l'évitement prédateur. Cette gigantification défensive des baleines post-mégalodon créait un paradoxe écologique fascinant. L'extinction du plus grand prédateur marin de tous les temps permettait l'émergence des plus grandes créatures ayant jamais existé sur Terre.
Les baleines bleues primitives, mesurant jusqu'à 35 mètres de longueur, dépassaient même le mégalodon en taille brute, mais leur nature filtreuse les plaçait dans une catégorie écologique totalement différente. Cette coexistence entre géants pacifiques et prédateurs sociaux de taille moyenne définissait les nouveaux équilibres océaniques. Les écosystèmes marins post-mégalodon se caractérisaient par une plus grande stabilité démographique, les cycles prédateurs-proies étant distribués sur un plus grand nombre d'espèces et donc moins susceptibles de subir des effondrements catastrophiques. La disparition du mégalodon libérait également des flux énergétiques considérables dans les réseaux trophiques marins. Les 1200 kg de biomasse quotidiennement consommés par chaque mégalodon redevenaient disponibles pour d'autres consommateurs, créant des surplus énergétiques qui alimentaient l'explosion de diversité biologique observée dans les océans Pliocènes. Cette redistribution énergétique favorisait particulièrement les espèces à reproduction rapide et à forte fécondité, créant des écosystèmes plus résilients face aux perturbations environnementales. Les poissons de taille intermédiaire, autrefois décimés par la prédation du géant, purent développer des populations stables qui soutenaient à leur tour des communautés prédatrices plus diversifiées. L'impact de l'extinction du mégalodon sur les cycles biogéochimiques océaniques fut également considérable. La disparition de ce consommateur gigantesque de biomasse réduisait les transferts massifs de nutriments entre les différentes zones océaniques, permettant une redistribution plus homogène des éléments nutritifs et favorisant l'émergence d'écosystèmes locaux plus stables. Ces changements biogéochimiques créaient des conditions favorables au développement de nouveaux types d'écosystèmes récifaux, moins dépendants des apports nutritifs externes et plus capables de recycler efficacement leurs ressources internes. Les récifs coralliens post-mégalodon développaient des structures plus complexes et plus stables, abritant une biodiversité exceptionnelle. L'évolution des techniques de fossilisation et de préservation nous permet aujourd'hui de reconstituer ces écosystèmes de transition avec une précision remarquable. Les sites paléontologiques du Pliocène précoce révèlent des assemblages fauniques d'une richesse extraordinaire, témoignant de l'explosion de diversité qui suivit l'extinction du géant. Ces archives fossiles racontent l'histoire d'une reconquête biologique accélérée, où de nouveaux groupes taxonomiques émergèrent et se diversifièrent à un rythme évolutif exceptionnel. La pression sélective intense exercée par le mégalodon pendant des millions d'années avait créé un potentiel évolutif latent qui se libéra brutalement avec sa disparition. L'analyse comparative de ces fossiles avec les faunes marines actuelles révèle que de nombreuses lignées modernes trouvent leurs racines dans cette période de renouveau post-mégalodon. Les grands requins blancs actuels, les orques, les cachalots et même certaines espèces de baleines à fanon descendent directement des formes qui colonisèrent les niches écologiques libérées par l'extinction du géant. Cette continuité évolutive souligne l'importance de l'extinction du mégalodon comme événement fondateur de la biodiversité marine moderne. Sans cette transition écosystémique majeure, les océans actuels auraient probablement une structure trophique radicalement différente, dominée peut-être encore par des superprédateurs géants plutôt que par la diversité de formes spécialisées que nous observons aujourd'hui. L'étude des sédiments marins de cette période révèle également des changements significatifs dans la productivité océanique globale. Paradoxalement, malgré le refroidissement climatique qui avait provoqué l'extinction du mégalodon, la productivité biologique des océans augmenta considérablement dans les millions d'années qui suivirent sa disparition. Cette augmentation de productivité résultait en partie de l'optimisation énergétique des nouveaux écosystèmes, où l'énergie autrefois monopolisée par quelques géants était plus efficacement distribuée entre de multiples consommateurs spécialisés. Cette réorganisation trophique créait des systèmes plus efficients où chaque niveau de la chaîne alimentaire était mieux exploité. Les patterns migratoires dans les océans post-mégalodon se réorganisèrent également de manière fondamentale. Les grandes routes biologiques, autrefois structurées par les déplacements du géant, furent remplacées par des réseaux migratoires plus complexes et distribués, créant des connexions biotiques entre régions océaniques qui n'avaient jamais été liées auparavant. Ces nouvelles routes migratoires facilitaient les échanges génétiques entre populations isolées et accéléraient la colonisation de nouveaux habitats par les espèces émergentes. La connectivité biologique des océans post-mégalodon était paradoxalement supérieure à celle de l'époque du géant, malgré l'absence d'un superdisperseur unique. L'influence de l'extinction du mégalodon s'étendait même aux écosystèmes terrestres côtiers. La modification des cycles nutritifs marins affectait les apports de matières organiques marines vers les environnements côtiers, modifiant la productivité des écosystèmes de transition entre terre et mer.
Ces changements dans les interfaces ternaires favorisaient l'évolution de nouveaux types d'interactions écologiques entre les domaines aquatiques et terrestres. Les oiseaux marins, par exemple, développaient de nouvelles stratégies alimentaires adaptées aux écosystèmes marins post-mégalodon, créant des liens trophiques innovants entre les environnements aériens et aquatiques. La disparition du mégalodon créait également de nouveaux patterns saisonniers dans les océans. Les cycles de productivité biologique, autrefois perturbés par les déplacements imprévisibles du géant, se stabilisaient en rythme plus régulier qui favorisait la synchronisation reproductive de nombreuses espèces marines. Cette stabilisation temporelle des écosystèmes marins permettait l'émergence de phénomènes biologiques spectaculaires, comme les grandes migrations coordonnées de baleines à fanons ou les rassemblements reproductifs massifs de certaines espèces de poissons. Ces événements, impossibles sous la pression constante du mégalodon, devenaient les nouveaux spectacles naturels des océans apaisés. L'analyse génomique moderne des espèces marines actuelles révèle les traces moléculaires de cette transition post-mégalodon. De nombreuses lignées portent dans leur ADN les signatures de goulots d'étranglement démographique, suivis d'expansions rapides, témoignant des pressions évolutives intenses de cette période de reconquête écologique. Ces signatures génétiques racontent l'histoire d'espèces qui survécurent dans des refuges écologiques pendant la domination du mégalodon, puis explosèrent démographiquement et se diversifièrent rapidement une fois la menace géante disparue. Cette dynamique de refuge et d'expansion constitue un pattern évolutif récurrent dans l'histoire des extinctions de mégafaune. L'héritage du mégalodon dans les océans modernes dépasse largement la simple absence physique du géant. Sa disparition a modelé la structure même de la biodiversité marine actuelle, favorisant l'émergence de systèmes écologiques complexes et résilients qui caractérisent nos océans contemporains. Cette transformation représentait bien plus qu'un simple changement d'espèce dominante. Elle marquait l'évolution vers un nouveau paradigme écologique où la coopération, la spécialisation et l'efficacité énergétique remplaçaient la domination brute comme stratégies évolutives gagnantes dans les environnements marins. Cette évolution vers un nouveau paradigme écologique résonne encore aujourd'hui dans chaque vague qui brise sur nos côtes, dans chaque souffle de baleine qui perce la surface océanique et dans chaque mouvement de requin qui glisse silencieusement à travers les eaux bleues de notre planète moderne. L'extinction du mégalodon, bien qu'elle se soit achevée il y a 3 millions d'années, continue de façonner notre monde marin d'une manière si profonde et subtile que nous en percevons les échos à chaque exploration sous-marine, à chaque découverte paléontologique et à chaque observation de la vie océanique contemporaine. Lorsque nous plongeons dans les océans actuels et observons un grand requin blanc patrouillant les eaux côtières, nous contemplons en réalité un descendant direct des espèces qui colonisèrent l'espace écologique laissé vacant par le mégalodon. Ces requins modernes, avec leurs techniques de chasse sophistiquées et leur adaptation parfaite aux écosystèmes tempérés, portent dans leur comportement l'héritage évolutif de cette grande transition. Leurs patterns de chasse, leurs préférences alimentaires, même leurs zones de reproduction préférées, tout cela a été sculpté par des millions d'années d'évolution dans un monde post-mégalodon. La fascination contemporaine pour le mégalodon dépasse largement le simple intérêt scientifique et touche quelque chose de plus profond dans notre psyché collective. Cette créature représente notre confrontation avec l'immensité du temps géologique et la puissance des forces évolutives qui ont façonné notre planète bien avant l'émergence de l'humanité. Dans les dents fossilisées que nous découvrons sur les plages, dans les reconstitutions qui peuplent nos musées, dans les documentaires qui captivent notre imagination, le mégalodon continue d'exercer une emprise qui témoigne de son statut unique dans l'histoire de la vie terrestre. Cette fascination révèle également notre rapport complexe avec la nature sauvage et l'extinction. Le mégalodon incarnait une forme de sauvagerie pure, une puissance naturelle absolue qui n'existe plus dans notre monde moderne largement domestiqué. Sa disparition nous confronte à la fois à la mortalité des espèces et à la capacité de transformation de notre planète, nous rappelant que même les créatures les plus parfaitement adaptées peuvent succomber aux changements environnementaux globaux. Les technologies modernes d'exploration océanique nous permettent aujourd'hui de reconstituer avec une précision remarquable les écosystèmes dans lesquels évoluait le mégalodon.
Les submersibles de haute technologie qui plongent dans les abysses, les sonars sophistiqués qui cartographient les fonds marins, les analyses isotopiques qui révèlent les régimes alimentaires préhistoriques, tous ces outils nous donnent accès à des détails de la vie du géant qui étaient inimaginables pour les paléontologues des générations précédentes. Ces reconstructions révèlent un monde marin d'une richesse et d'une complexité qui dépassent largement notre expérience contemporaine des océans. Les densités de biomasse des écosystèmes préhistoriques, les interactions entre espèces géantes, les cycles migratoires à l'échelle planétaire, tout cela compose un tableau de la vie océanique qui fait paraître nos mers actuelles presque appauvries en comparaison. Cette perspective historique nous aide également à mieux comprendre les défis contemporains de conservation marine. L'extinction du mégalodon nous enseigne que même les superprédateurs les plus dominants ne sont pas à l'abri des changements environnementaux rapides. Cette leçon résonne particulièrement fort à notre époque, où les activités humaines modifient les océans à un rythme qui rivalise avec les transformations géologiques les plus dramatiques du passé. Les parallèles entre l'extinction du mégalodon et les menaces actuelles pesant sur les grands prédateurs marins sont frappants et inquiétants. Comme le mégalodon face au changement de courants océaniques, les requins modernes font face à la modification de leurs habitats par le réchauffement climatique, l'acidification des océans et la surpêche qui décime leurs proies traditionnelles. Ces similitudes nous rappellent que l'histoire naturelle n'est pas seulement un récit du passé, mais aussi un guide pour comprendre les défis du présent. La recherche moderne sur le mégalodon continue de révéler de nouveaux aspects de son écologie et de son comportement. Les techniques d'analyse de plus en plus sophistiquées permettent d'extraire des informations extraordinaires des fossiles, révélant des détails sur la température de l'eau dans laquelle vivaient les géants, leur taux de croissance, leur migration et même leurs interactions sociales. Chaque découverte ajoute une pièce au puzzle de cette créature légendaire. Les simulations informatiques modernes nous permettent de modéliser les écosystèmes préhistoriques avec une précision remarquable, créant des mondes virtuels où le mégalodon retrouve vie. Ces modèles révèlent des aspects de la dynamique écologique des océans préhistoriques qui seraient impossibles à déduire de l'étude des fossiles seuls, nous donnant une vision intégrée de la façon dont ces écosystèmes géants fonctionnaient. L'influence culturelle du mégalodon s'étend bien au-delà des cercles scientifiques et a profondément pénétré la culture populaire mondiale. Des films aux documentaires, des livres aux jeux vidéo, cette créature préhistorique continue de captiver l'imagination collective, incarnant notre fascination pour les mystères des profondeurs océaniques et les créatures légendaires du passé lointain. Cette présence culturelle du mégalodon joue un rôle important dans l'éducation du public aux sciences paléontologiques et océanographiques. En suscitant l'intérêt pour cette créature spectaculaire, les représentations populaires ouvrent des portes vers une compréhension plus profonde de l'évolution, de l'écologie marine et de l'histoire de notre planète. L'étude du mégalodon contribue également à faire avancer notre compréhension des mécanismes d'extinction et de survie dans les écosystèmes marins. Les facteurs qui ont conduit à sa disparition, les stratégies adaptatives qu'il a tentées et les conséquences écologiques de son extinction offrent des insights précieux pour la biologie de la conservation et la gestion des écosystèmes marins contemporains. Ces leçons du passé sont particulièrement pertinentes alors que nous naviguons dans une époque de changements environnementaux rapides. L'histoire du mégalodon nous enseigne que la taille et la puissance ne garantissent pas la survie face aux transformations systémiques et que les espèces les plus spécialisées sont souvent les plus vulnérables aux changements environnementaux majeurs. La découverte continue de nouveaux fossiles de mégalodon maintient vivant l'espoir de révélations futures sur cette créature extraordinaire. Chaque dent découverte, chaque vertèbre mise au jour, chaque trace d'activité préservée dans la roche ajoute des détails à notre compréhension de ce géant disparu. Les sites paléontologiques du monde entier continuent de livrer leurs secrets, révélant graduellement l'histoire complète de l'ère où les océans étaient dominés par ces titans. L'héritage scientifique du mégalodon dépasse largement l'étude de l'espèce elle-même et a contribué au développement de nouvelles méthodes de recherche paléontologique. Les techniques développées pour étudier ces fossiles sont maintenant appliquées à d'autres espèces préhistoriques, enrichissant notre connaissance de l'évolution de la vie marine dans son ensemble. Les technologies émergentes promettent de révéler encore plus de secrets sur le mégalodon et son monde. L'analyse de l'ADN ancien, bien que difficile à appliquer aux fossiles de cartilage de requin, pourrait un jour nous donner accès aux séquences génétiques du géant. Les simulations climatiques de plus en plus précises nous aident à reconstituer les conditions océaniques exactes dans lesquelles il évoluait.
L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique commencent également à être appliqués à l'étude des fossiles de mégalodons, permettant d'identifier des patterns et des corrélations qui échapperaient à l'analyse humaine traditionnelle. Ces approches computationnelles ouvrent de nouvelles perspectives pour comprendre la biologie et l'écologie de cette créature légendaire. La dimension éducative de l'étude du mégalodon est considérable et continue d'inspirer de nouvelles générations de scientifiques marins et de paléontologues. L'attrait universel de cette créature spectaculaire en fait un outil pédagogique exceptionnel pour enseigner les concepts complexes de l'évolution, de l'écologie et du temps géologique. Dans les aquariums et musées du monde entier, les reconstructions de mégalodons servent de porte d'entrée vers une compréhension plus profonde des océans préhistoriques. Ces installations éducatives permettent au public de visualiser concrètement l'échelle et la puissance de ces écosystèmes disparus, créant une connexion émotionnelle avec le passé de notre planète. L'avenir de la recherche sur le mégalodon s'annonce riche en découvertes potentielles. De nouveaux sites fossilifères sont régulièrement découverts, particulièrement dans les régions qui étaient des zones de nurserie ou des corridors migratoires pour l'espèce. Ces sites promettent de révéler des aspects encore inconnus de la biologie et du comportement du géant. Les collaborations internationales se multiplient également, permettant une approche globale de l'étude du mégalodon qui reflète la nature planétaire de sa distribution historique. Ces efforts coordonnés maximisent les chances de découverte significatives et assurent une vision complète de l'écologie de l'espèce. Alors que nous concluons ce voyage à travers le temps vers l'époque où les océans résonnaient du passage de ces géants préhistoriques, nous emportons avec nous bien plus que de simples connaissances sur une espèce éteinte. L'histoire du mégalodon nous enseigne l'humilité face aux forces du changement environnemental, la beauté de la complexité écologique et la fragilité ultime de même les plus parfaites des créations évolutives. Dans chaque vague qui se brise sur le rivage se cache l'écho lointain de ces temps anciens où les océans étaient dominés par des créatures d'une puissance inimaginable. Le mégalodon n'est plus, mais son héritage perdure dans chaque espèce marine qui nage aujourd'hui dans les eaux qu'il dominait autrefois, dans chaque écosystème océanique dont la structure reflète encore sa disparition, et dans notre propre fascination pour ces mystères des profondeurs qui continuent de nous rappeler que notre planète bleue recèle encore tant de secrets à découvrir. L'océan garde ses mystères, mais il nous les révèle lentement, fossilise par fossilise, découverte par découverte, nous rappelant que l'histoire de la vie sur Terre est infiniment plus riche, plus complexe et plus merveilleuse que tout ce que notre imagination pourrait concevoir. Dans le silence des profondeurs marines résonne encore l'écho de ces temps où les géants régnaient sur les océans de notre monde.